Un couteau peut servir à tuer un homme ou à peler une pomme. De tout temps, les découvertes ont été utilisées à différents usages, qu'il s'agisse du couteau, de l'atome ou du laser. Les développements extraordinairement rapides des sciences et des technologies génèrent à la fois un sentiment d'autosatisfaction ainsi qu'un sentiment de crainte. L'individu est inquiet par rapport à ces découvertes difficiles à maîtriser et dont l'utilisation risque de l'emmener vers des rivages inconnus. Et il a raison d'avoir peur. Pourtant, il faut savoir que les enjeux de la recherche scientifique sont importants pour le bien-être de l'humanité. S'il faut tout faire pour se préserver des abus possibles, il faut éviter de tomber dans le piège du fantasme et plonger dans la science-fiction. Les technologies doivent-elles être limitées par un cadre éthique? Comment peut-on arriver à contrôler la recherche scientifique sans pour autant la freiner? Ce sont les grandes questions du débat éthique. Mais au fond, qu'est-ce que l'éthique? Je vois dans l'éthique en fait la recherche au niveau individuel, mais aussi collectif, d'une certaine qualité de vie. Mais j'ai donc insisté d'abord sur cette notion individuelle dans la mesure où il s'agit d'un travail sur soi, d'une recherche sur soi, des règles qui mènent à cette qualité de vie. Et en d'autres termes, que ce soit de l'éthique médicale par exemple, ou que ce soit de la bioéthique, ou que ce soit de l'éthique scientifique, tous ces termes doivent être mis au pluriel. C'est des éthiques individuelles qui existent. Éthique implique également le fait qu'il y a donc ce travail sur soi et que l'on ne peut pas rejeter la faute sur un autre. Je veux dire, lorsqu'il s'agit d'éthique médicale ou de bioéthique, par exemple, c'est à chacun de nous de prendre position sur son éthique et ce ne peut être une affaire de spécialistes. Si les développements scientifiques amènent certaines peurs, ils apportent aussi beaucoup d'espérance à l'humanité. Certaines pratiques, comme par exemple le test des médicaments sur l'homme, véhiculent une angoisse importante. Il faut pourtant admettre que si elles s'inscrivent dans un cadre éthique et sont pratiquées dans le respect du malade, les perspectives ne peuvent qu'apporter des espoirs supplémentaires aux patients. Il faut donc bien dire que pour un certain nombre de cancers, il existe plusieurs lignes de chimiothérapie qui peuvent être utilisées, mais il arrive un moment donné où les tumeurs deviennent résistantes et il n'existe donc plus d'armes qui peuvent être utilisées et qui font partie de la panoplie classique des chimiothérapies. Ces molécules sont testées à condition, évidemment, que l'on ait établi qu'elles ne présentent pas des toxicités rédhibitoires dans des systèmes expérimentaux, et d'autre part, elles ne peuvent être utilisées chez l'homme, bien entendu, que si les malades donnent leur accord. En fait, l'utilisation de molécules expérimentales, qui existent dans d'autres domaines que la cancérologie d'ailleurs, se fait selon des protocoles qui doivent être clairement définis et rédigés par des investigateurs compétents et qui sont alors soumis au comité d'éthique. Ce n'est que lorsqu'un tel protocole est passé par le comité d'éthique de l'Institut que l'investigateur se sent moralement en droit d'entreprendre une investigation. Il faut cependant être extrêmement prudent par rapport à la place que peut prendre une structure éthique dans notre société. En effet, d'une part, il serait dangereux qu'une telle structure soit un frein au développement des connaissances, et d'autre part, cette structure éthique ne peut en aucun cas empiéter sur les prérogatives du droit, sous peine de porter gravement atteinte aux principes démocratiques. Tant que la science est dans l'enfance, totalement sous-développée,
Ce qui arrive aux hommes peut être attribué au hasard, aux divinités, à tout ce que vous voulez. À partir du moment où on maîtrise une part de sa vie, fût-elle très petite, les problèmes éthiques se posent. Parce qu'alors, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas, et on ne peut plus dire que c'est le fait d'une volonté mal définie, d'un Dieu malfaisant quelconque. Le fait est que l'homme devient co-gestionnaire de son existence. Et à partir de ce moment-là, il y a des problèmes éthiques à se poser et des problèmes éthiques à résoudre. L'Ordre des médecins a mis sur place des comités d'éthique qui se retrouvent aussi bien au sein des institutions hospitalières qu'au niveau de groupes de médecins et qui vont devoir discuter et émettre un avis éthique sur toute mise en route, soit d'une expérimentation à but scientifique, soit la mise en route de traitements très nouveaux. Le premier comité d'éthique qui a été créé par le Fonds national de la recherche scientifique, où il n'y a pas que de la recherche médicale ou la recherche médicale appliquée. La recherche est infiniment plus vaste que cela. Et dès le début de cette décennie-ci, des années 80, le Fonds national avait mis en place un vaste comité d'éthique pluridisciplinaire où il n'y avait pas que des chercheurs, mais il y avait également des juristes, certains philosophes, des représentants de l'administration qui émettent un avis éthique sur chacun des sujets de recherche, chacun de ces sujets de recherche devant en plus avoir une valeur scientifique, bien entendu. Il existe donc actuellement dans les milieux scientifiques et médicaux une structure éthique. Ces comités sont proches des chercheurs et gèrent la recherche au quotidien. Le Fonds national de la recherche scientifique dispose d'une structure plus générale, pluridisciplinaire, qui est attentive aux implications éthiques des projets de recherche qui lui sont soumis. Ce qu'il faut éviter, c'est que ces comités d'éthique ne soient des ghettos d'hyper-spécialistes déconnectés de la société. Je pense qu'effectivement, la notion d'éthique doit s'étendre. Et elle doit s'étendre finalement à tous les citoyens. Il n'y a pas de raison que ce soit le problème de quelques-uns et pas des autres. Et donc, il peut être souhaitable de se voir créer un organisme qui veillera à ce qu'il y ait une information adéquate du public et que le public sache qu'il puisse aller chercher un contact pour qu'il y ait débat et information. Je pense que cela, c'est quelque chose qui devrait se créer dans un avenir relativement proche. Le problème réel est l'utilisation des connaissances que l'on a. Tant qu'on peut impliquer un Dieu ou un hasard, on est relativement tranquille. L'homme se sent à l'aise et considère qu'il n'a pas de responsabilité. Et quand je dis l'homme, c'est vraiment l'homme en général. Et je dirais presque l'homme politique beaucoup plus encore que l'homme de la rue. Mais comme l'homme politique est tout de même le reflet de l'homme de la rue, ceci pose un problème d'éducation en général et d'éducation devant la science et devant les connaissances et devant l'accroissement des connaissances. Une meilleure information au public est donc nécessaire. Il ne s'agit pas de fixer des règles rigides ou d'accorder un monopole à des sages possédant l'ultime vérité. Mais je refuse l'idée que certains soient sages par rapport à d'autres. Le problème est un problème de conscience, mais pour pouvoir exercer cette liberté de conscience, ce que nous souhaitons bien entendu, c'est une information, et une information qui soit une information à partir de la recherche elle-même, avec une excellente vulgarisation. Je suis convaincue que le libre examen apporte un plus au débat sur l'éthique, dans la mesure où il a un sens précis en matière de recherche scientifique, puisqu'il refuse de lier la recherche scientifique à l'autorité, mais il a aussi un sens dans le débat des consciences, puisque le libre examen nous dit
que c'est la conscience qui est l'ultime garant de nos valeurs. Dans les années à venir, le débat éthique devra être pluridisciplinaire. Le rôle d'un conseil scientifique national d'éthique pourrait être de susciter la circulation de l'information et d'assurer le débat éthique dans la société tout entière.